Moi tout d'abord de remercier la Société marocaine des spécialistes endovasculaires de nous avoir permis d'être ici parmi vous pour présenter notre modeste travail sur les thromboses veineuses profondes et la prise en charge endovasculaire dans la phase chronique. La thrombose veineuse profonde résulte de l'activation localisée de la coagulation avec constitution d'un thrombus dans le système veineux profond. Malheureusement, on a peu de données épidémiologiques au Maroc. Par contre, il y a entre 250 000 et 1 million de nouveaux cas par an en France. Parmi les facteurs de risque incriminés dans la thrombose veineuse profonde, il y a l'âge, l'immobilisation, la contraception orale, la grossesse et le postpartum. La thrombose veineuse profonde est une pathologie grave par ses complications qui menacent le pronostic vital par la survenue d'embolie pulmonaire ou bien le pronostic fonctionnel par le syndrome post-thrombotique, à type d'altération valvulaire, varices et œdème des membres inférieurs, des troubles trophiques, ulcères variqueux et la cancérisation. La triade de Virchow, par la stase veineuse, l'altération de la paroi vasculaire et les troubles de la coagulation sont responsables de l'obstruction des veines profondes par un thrombus. L'approche du diagnostic étiologique est une étape importante pour expliquer le mécanisme de la thrombose ainsi qu'évaluer le risque évolutif. Donc, il faut rechercher les facteurs prédisposants, les étiologies obstétricales, chirurgicales, médicales et iatrogènes, ainsi que les troubles de la coagulation et les thromboses veineuses primitives. Pour le diagnostic clinique, on commence tout d'abord par un interrogatoire et un examen clinique à la recherche de douleurs aiguës d'un mollet, un mollet chaud ou bien augmenté de volume avec un signe de Homans positif. On passe ensuite au diagnostic biologique par dosage des D-dimères qui permettent un diagnostic d'élimination, c'est-à-dire lorsque le taux des D-dimères est normal, on peut éliminer le diagnostic de thrombose veineuse profonde. Lorsque le taux de D-dimère est haut, on passe ensuite à la confirmation par l'écho-Doppler qui permet de situer le caillot et de décrire ses limites. Afin de normaliser les observations et les traitements de la maladie veineuse chronique, la classification CIP a été développée. Cette classification inclut une description clinique allant de C0 à C6, l'étiologie, le stade anatomique et la physiopathologie. Le traitement de la thrombose veineuse profonde a pour objectif d'éviter l'évolution vers les complications, à savoir l'embolie pulmonaire, les récidives, l'extension et les syndromes post-thrombotiques. Pendant la phase aiguë, le traitement repose surtout sur la contention, qui constitue un élément important dans la prise en charge de la thrombose veineuse profonde et qui est souvent négligée. Et l'anticoagulation par l'héparine bas poids moléculaire avec relais par les antivitamines K. L'objectif du traitement thrombolytique est de prévenir le syndrome post-thrombotique en lisant le thrombus. Les molécules utilisées pour la fibrinolyse sont la streptokinase, l'urokinase et l'activateur tissulaire du plasminogène. On note ici que le risque d'hémorragie grave est 3 fois supérieur par rapport au traitement médical, sans aucune supériorité pour les résultats par rapport au traitement par l'héparine bas poids moléculaire. Le traitement thrombolytique est indiqué pour la phlegmatia dolens, les thromboses extensives caves et l'extension anatomique de la thrombose veineuse profonde. Pour la chirurgie, sa place est limitée. Lors de la phase aiguë, on peut avoir recours à la thrombectomie face à une phlébite bleue. Pendant la phase chronique de la thrombose veineuse profonde, le traitement est soit chirurgical par dérivation véno-veineuse ou bien, ce qui nous intéresse aujourd'hui, un traitement endovasculaire. Pour ce faire, il nous faut une salle endovasculaire. On installe le patient en décubitus dorsal sur une table radiotransparente. On procède à la ponction de la veine fémorale homolatérale. Pour le matériel, on aura besoin d'un introducteur, d'un guide hydrophile droit et court, sonde vertébrale pour la recanalisation, ainsi que ballon de haute pression et stent métallique auto-expansible
dont le diamètre et la longueur sont fonction du siège et de l'étendue de la lésion. Plusieurs études ont été faites dans ce sens et qui ont conclu un succès technique de 90 à 98%, avec une perméabilité primaire à 1 an entre 50 et 83%, une perméabilité secondaire à 1 et 5 ans de 81 et 93% respectivement. En ce qui concerne les complications, ils sont rares, à type de rethrombose précoce de l'axe revascularisé, d'hématomes mineurs au point de ponction sans noter aucun événement hémorragique. Le traitement endovasculaire est indiqué surtout chez les patients de stade C3 et plus dans la classification CIP, avec une forte corrélation entre la perméabilité et la diminution des symptômes. Au total, on peut dire que le stenting reste la méthode de choix pour le traitement des lésions veineuses obstructives fémoro-iliaques. En ce qui concerne notre expérience au service de chirurgie vasculaire et périphérique de l'hôpital militaire à Vicenne, notre étude porte sur 25 patients, été réalisée entre 2007 et 2018, avec 18 femmes et 7 hommes, présentant une insuffisance veineuse chronique invalidante, stade C3 et plus. Pour les ballons, on a utilisé pour ceci des ballons haute pression et des stents auto-expansibles allant de 10 à 16,60. On a obtenu un succès technique de 96%. On n'a pas réussi à franchir une seule lésion chez un patient qui présentait une thrombose de la veine iliaque avec la veine fémorale commune. On a eu une perméabilité de 80% à 1 an et de une perméabilité secondaire de 83% à 1 an, sans noter aucune complication. Cette phlébographie nous montre une sténose préocclusive de la veine iliaque droite. Après franchissement de la lésion par un guide hydrophile, on procède à la dilatation par un ballon à haute pression. C'est toujours la dilatation par le ballon. Ici, on a une phlébographie post-dilatation. On procède ensuite au largage du stent auto-expansible. On a utilisé ici un stent long pour éviter la migration lors de la dilatation. Avec une dilatation après largage du stent. Ici, un contrôle post-procédure satisfaisant avec une perméabilité de la veine iliaque. En conclusion, on a eu des résultats de la recanalisation et du stenting sont très encourageants, avec de très nouvelles perspectives pour la prise en charge de ces patients dans notre pays. Ceci nécessite une collaboration multidisciplinaire pour offrir la meilleure prise en charge aux patients. Merci. Merci, docteur.